Je suis Fabienne Broucaret, je suis journaliste, rédactrice en chef de plusieurs magazines au sein d'un groupe qui s'appelle CDI Média, et notamment du magazine Courrier Cadre sur les thématiques de management et RH, et d'un média en ligne aussi qui s'appelle My Happy Job et qui est dédié au bien-être au travail, à la qualité de vie au travail. Je vais vous présenter nos 4 invités témoins. Marie-Karine Tibi, bonjour. Bonjour. Tu es DRH de Célio, alors j'adopte le tutoiement, j'ai bien écouté aussi l'intro, donc on va tous se tutoyer, ce sera plus facile, bienvenue. Jonathan Goldfarb, tu es directeur du développement RH de Synergie. Ouais, bonjour. Bienvenue. Jean-François Villard, bienvenue, DRH du groupe Pomona. C'est bien ça. Et Carlo je vais y arriver, Pourasanta, et du coup, déjà présenté tout à l'heure par Samuel, déjà intervenu, bienvenue. Merci, bonjour. Ex-président de Microsoft France et fondateur d'un projet qui s'appelle The Evident Project. Et tu as aussi écrit un livre qui s'appelle L'élan décisif. Et pour information, il va vous être offert et il y aura une séance de dédicace aux alentours de 15h45, m'a-t-on dit. Donc comme ça, ce sera pour clôturer la journée. Alors justement, Carlo, quand on parle de montée en puissance de l'IA, comme l'a très bien expliqué Samuel, on a l'impression qu'il y a une vraie prise de conscience, mais pas forcément d'action concrète aujourd'hui en entreprise pour mettre en place une vraie culture de l'IA. En quoi c'est important et peut-être urgent, ou en tout cas c'est une vraie nécessité que les RH s'emparent de ce sujet de l'IA aujourd'hui? Alors, c'est un sujet pour la RH, c'est un sujet pour un comité de direction, moi je trouve. J'ai essayé d'expliquer dans mon livre, si vous avez cet été la patience de le lire, que c'est une question aussi géopolitique. C'est très très simple, on l'entend et on le lit dans les journaux, je ne sais pas si on a encore pris complètement conscience. Moi, quand j'ai écrit mon livre, c'était en 2021 pour publication 2022, j'ai étudié les chiffres du GDP par personne dans les plaques géographiques. Donc j'ai comparé simplement les US, la Chine, l'Europe. Et j'ai découvert quelque chose qui m'a frappé. Donc, ces 10 dernières années, le GDP, donc le PIB par personne aux États-Unis est passé de 43 000 $ à 67 000 $. Okay? Donc malgré les crises, malgré tout ce qui s'est passé. En Chine, c'est passé de 2 000 $ à 11 000 $. En Europe, c'est passé de 33 000 à 34 000. Je ne sais pas si vous voyez ce que ça veut dire. Donc, on venait de sortir de Covid et Gilets jaunes, vous vous souvenez, et moi, donc, pour mon livre, j'étudie qu'est-ce qui se passe dans le PIB par personne des plaques géographiques. Et je me suis senti quelque part un peu coupable, parce qu'ayant travaillé pendant 30 ans dans des boîtes américaines qui font de la tech, j'ai dit, il faut que j'écrive, il faut qu'avec mon livre, je puisse expliquer aux citoyens et aux décideurs européens que ça se passe maintenant. C'est-à-dire quand on regarde les 10 boîtes les plus valuable, les plus importantes du monde d'un point de vue de la création de valeur, dans le classement, on voit quoi? On voit Nvidia, Microsoft, Apple, Amazon, Google. Donc la technologie est en train de transformer tout. Et donc quand on a les gilets jaunes, excusez-moi si je vais un peu derrière dans le temps, ça représente quoi? Ça représente une sensation réelle, non pas une sensation juste, mais une sensation réelle de mon pouvoir d'achat par rapport à ce que j'attends de mon pouvoir d'achat est en default. D'accord? Et en fait, les chiffres le disent. C'est-à-dire que si les Américains ils te font de la publicité d'objets comme celui-ci, qu'ils te disent c'est indispensable de l'avoir, sauf que eux, ils ont presque doublé leur PIB par personne, et nous, on est resté flat, ça veut dire que les Américains, ils peuvent se le permettre, les Chinois, ils vont faire leur version, ils peuvent se le permettre, nous, on voudrait l'acheter, mais on ne peut pas. Ça crée des frustrations. Donc, pourquoi je vous dis ça? Parce que tout ça est une question d'utilisation de la technologie pour la transformation de la création de valeur. Nous participons à des organisations pour créer de la valeur économique, pour créer de la valeur pour un client, pour créer de la valeur pour les stakeholders d'une entreprise. Si je n'utilise pas la technologie pour en augmenter la productivité, tout simplement, nous ne sommes pas en train de dégager la valeur. Et comme Samuel l'a très bien expliqué, l'intelligence artificielle ne fait pas tout, mais ça fait beaucoup. Si on ne l'utilise pas, ça veut dire que nous ne sommes pas en train de permettre aux personnes d'être individuellement et collectivement productifs. Donc pourquoi pour la RH c'est particulièrement important? Eh bien parce que la RH, à la fin, c'est le Jedi de la culture de l'entreprise. Et pour moi, il faut regarder les audiences de la RH. Les audiences de la RH, c'est les plus importantes en fait, parce que c'est les employés, donc ceux qui créent de la valeur,
c'est les managers, donc ceux qui orchestrent la création de la valeur, et c'est les talents à l'extérieur qui vont vouloir ou pas rejoindre l'entreprise. Donc, c'est l'essence même de comment l'entreprise, de manière sustainable, donc durable, va continuer à créer de la valeur pour les stakeholders dans les 10 prochaines années. Donc, si la RH ne s'approprie pas de ce changement fondamental, eh bien, comment une organisation peut créer cette valeur? Voilà. Marie-Carine, Carlo le disait, ça se passe maintenant, aujourd'hui. Alors pour rentrer dans le vif du sujet et être le plus concret possible, qu'est-ce que vous avez mis en place chez Célio justement autour de l'IA? Quels usages? Est-ce que tu peux nous parler d'un ou deux cas concrets que vous êtes en train de développer? Alors déjà, on a mis en place une organisation. On a mis en place une IA Factory justement pour faire de l'IA vraiment un axe stratégique et pas un accessoire de notre quotidien, avec des nouvelles recrues. Et du coup, on crée plutôt aujourd'hui de l'emploi pour rassurer tout le monde, parce que justement, on crée cette IA Factory. Et ensuite, on travaille avec le comité directeur sur des cas d'usage prioritaires, parce qu'en fait, on a tous plein d'idées de tâches à déléguer. Sauf qu'on ne peut pas tout faire, parce qu'en effet, il faut regarder la conformité, il y a plein de choses à regarder. Si je prends l'aspect, le stream uniquement RH, pour le moment, ce qu'on a décidé de faire, et on n'est pas dans on teste pour voir, pour s'amuser. On croit vraiment que l'IA va, c'est ce que Samuel disait, nous aider à déléguer des tâches qui sont délégables et qu'on va pouvoir travailler sur de la valeur ajoutée. Donc là, on travaille sur deux sujets. Le premier, sur lequel l'IA Act m'embête pas trop, c'est sur la planification sous contrainte. Donc c'est vraiment de se dire, dans un magasin où on a 25 people, je vais chercher de l'historique, de la data pour savoir si il faut plutôt qu'il y ait 3 personnes dans le magasin ou plutôt les 25. Alors forcément, c'est facile, hein, le samedi, on a plus de monde que le lundi, ça, ok, on n'a pas besoin d'une IA pour ça. En revanche, il y a des vrais phénomènes, la météo, les phénomènes d'actualité, notre politique commerciale, la politique commerciale de nos concurrents aussi, qui peut jouer, et ça individuellement dans chaque magasin. Donc on est en train de travailler sur une IA de planification pour pouvoir planifier le nombre de personnes et les bonnes compétences en magasin. Et ça, on fait une IA maison pour ça. Et à côté de ça, il y a un autre sujet sur lequel je pensais aller plus vite, d'ailleurs quand tu m'as interviewé. J'étais déjà très emballée parce que moi je l'ai testé. Maintenant, l'IA Act nous demande beaucoup de formalisme, mais c'est de rentrer dans le matching de CV. Et en fait, j'ai une réelle conviction là-dessus, c'est qu'aujourd'hui, vous postez une annonce sur certains postes, on a 300 CV, et l'être humain va traiter les 50 derniers CV reçus. Donc déjà, les 50 premiers, ceux qui ont été plutôt disciplinés, bon, on les regarde jamais. Enfin, vous le savez, hein. La réalité, c'est celle-là. Et la réalité, c'est de rentrer tout dans un matching de CV. Ça va simplement nous attirer l'œil sur les 50 qui sont potentiellement les plus adéquates par rapport à une job desk. Donc, j'ai une conviction hyper forte sur le sujet. Je pensais développer ça maintenant. Donc, je pensais dire, c'est bon, on a lancé. On a fait des tests, là, pour le coup. En revanche, on est dans un certain marasme juridique pour pouvoir l'industrialiser. Mais on a une target à octobre. Ah, mais c'est chouette de partager aussi la vraie vie, c'est-à-dire que l'IA, c'est pas que la théorie, et voilà ce qu'on aimerait faire, c'est aussi se confronter au quotidien et avoir du coup des retours terrain, c'est ça qui est précieux. Quel frein, là tu nous parlais du côté juridique, quel frein vous avez dû lever en interne pour que ça se mette en place? Bon, alors, je dois avouer que chez Célio, on a une chance, c'est que notre président est pro-IA à fond. Donc, du coup, là-dessus, on n'a pas trop de problématiques. Après, les freins pour lesquels on est encore là-dessus, la première, c'est les données, la potentielle confidentialité des données. J'utilise moi des IA marché par exemple pour faire des comptes rendus de réunion. Alors mon équipe maintenant, je crois qu'il y a des personnes dans la salle, on l'utilise entre nous, mais dès qu'il y a des tiers, voilà, il y a cette crainte de attends, tu peux pas donner ça à une IA. Enfin ça, on fait des fringues. Hein. Enfin honnêtement, on n'est pas la NASA, donc moi je suis très à l'aise avec ça, mais il y a beaucoup de gens qui ont cette crainte-là, et ça c'est un frein qui est encore existant. Et puis ensuite, c'est en effet l'appréhension, on en parlait de non mais ça va détruire mon emploi, ça va me détruire moi. Donc on travaille beaucoup sur la sensibilisation à l'IA. Là, on va lancer cette semaine la newsletter IA, où on va lancer nos propres... alors comment on appelle ça, des agents, voilà, on va lancer des agents IA, Célio, pour montrer en fait à tous nos collaborateurs que finalement, même eux dans leur quotidien, ils peuvent l'utiliser. Donc voilà, donc on travaille justement sur cette sensibilisation des collaborateurs, parce qu'en fait,
seul frein, je crois que c'est l'humain dans cette histoire. Donc l'idée, c'est de dire, nous, on a pris un engagement vis-à-vis du CSE, c'est que ça n'a pas une intention de détruire des emplois, mais en revanche, ça va fortement les modifier. Et en effet, peut-être que dans le futur, il y a des emplois qu'on aurait créés, qu'on ne créera pas les mêmes. Voilà, on prend de la transparence et je pense qu'avec la transparence, on peut réussir à faire des choses. Alors, on parle de l'IA, mais Jonathan, en quoi, pour toi, c'est important aussi qu'au-delà de l'intelligence artificielle, les RH s'emparent des données, de la data et développent une vraie culture de la data et osent aussi mettre en place des KPI, parce que ce n'est pas forcément naturel, on va dire, dans la fonction RH. Ouais, je pense que ce qui est important, c'est vrai qu'au-delà de l'IA, bien sûr, évidemment, tout le monde va dire qu'il faut absolument travailler avec l'IA et pouvoir être un RH augmenté. Mais en vrai, on nous a expliqué les modèles d'IA, ils se basent sur quoi? Ils se basent sur l'anticipation de données, ils se basent uniquement sur des datas qu'on calcule de manière ultra rapide. Et c'est ce qui permet finalement d'arriver à avoir des super performances. Sauf que il faut savoir que les RH aujourd'hui, c'est vraiment quelque part le parent pauvre de l'IA des data dans les entreprises et qu'on ne nous a pas appris, nous, culturellement, à travailler avec la data, à réfléchir avec la data, alors que finalement, les people, quel que c'est de la data. C'est de la data sur de la paye, c'est de la data sur du recrutement. Finalement, à chaque fois qu'on veut mesurer et piloter quelque chose, qu'on nous demande à présenter en COMEX, qu'on nous demande à présenter lors des assemblées générales, c'est quoi? C'est que de la data finalement. Et donc nous, aujourd'hui, je trouve qu'en tant qu'RH, on a tendance à penser que c'est l'humain d'abord et après on s'occupe du reste. Mais finalement, il faut apprendre à, pour moi, parler le langage économique afin de pouvoir réussir à obtenir ce que l'on veut en termes de projet RH, de performance. Je vais vous donner un petit exemple. Il y a quelque temps, j'étais dans une entreprise avant celle que je suis aujourd'hui et j'ai voulu mettre en place un système on va dire, basé sur tout ce qui était insertion des personnes en situation, non pas de handicap, mais de très très grande précarité. Et on a fait donc un partenariat avec Emmaüs. Et en fait, pour convaincre mon COMEX, j'ai pas dit oui, travailler avec des personnes en situation de précarité va nous donner une étiquette, une image intéressante. Non, j'ai dû montrer finalement comment mettre une personne en situation de précarité dans un magasin allait nous ramener des clients, allait nous ramener des collaborateurs et allait augmenter notre chiffre d'affaires du magasin. Et on peut se dire, ouais, mais c'est détourner le langage humain, finalement, c'est pas si éthique que ça. Mais en fait, moi, ce que j'ai obtenu, c'est de pouvoir mettre en place mon projet. Et quelque part derrière aussi, ce que j'ai obtenu, c'est que le COMEX soit convaincu que ce soit intéressant de le faire parce qu'il y avait un côté chiffre d'affaires. Alors, on pourra se dire, oui, mais c'est pas normal parce que finalement, on pense qu'aux chiffres. Mais la réalité, c'est celle-là. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on va devoir faire un arbitrage en situation économique difficile comme on traverse aujourd'hui, la première chose que l'on va aller taper, ce n'est pas les projets à 100 millions informatiques qui nous servent à aider la planif sous contrainte ou autre. C'est plutôt combien de périodes d'essai j'arrête, finalement, qu'est-ce que je fais avec les gens qui sont en CDD, tous les permanents qui sont finalement pas si permanents que ça. Et c'est pour ça que moi, je pense que c'est hyper important aujourd'hui d'apprendre à parler économie et montrer que les RH, finalement, au lieu d'être, on est toujours c'est un centre de coût ou un centre de profit, moi, je pense que ça va beaucoup plus loin. On est un centre de business et un développement de profit. Et on peut vraiment aider dans ce sens-là. Et donc, moi, aujourd'hui, dans le travail et avec les équipes, on essaye de, tous les jours, transformer tout ce qu'on fait en argent. Et c'est un peu mercantile. On dit, ouais, c'est pas forcément très normal quand tu es RH. Mais pour obtenir ce que l'on veut, il faut apprendre à parler le même langage que ceux qui dirigent finalement. Ça permet de mettre les choses en place. Carlo, est-ce que tu aurais d'autres exemples dans des entreprises en France ou à l'étranger sur l'utilisation de l'IA ou plus largement de la data pour les RH? On en a donné quelques-uns à travers les exemples de Marie-Karine et de Jonathan. Je vais en donner deux de mon expérience personnelle. Donc, le premier, c'est la dernière boîte que j'ai gérée en Italie, de 1700 personnes. C'était une boîte que j'ai trouvée ne s'était pas remise en question depuis au moins 10 ans. Okay? Donc, sensation, donc l'entreprise ne va pas bien, ou dans tous les cas ne fait pas les performances qu'on lui demande, que l'actionnaire demande. Et en fait, quand tu discutes avec les gens, tout le monde te dit, y compris la RH, « Ah non, mais tout va bien, ici tout le monde est super bon. Bon, donc je me dis, là, il faut faire quelque chose parce qu'on a un petit souci. Alors, j'ai fait les choses suivantes. Première chose, on a, avec l'équipe, développé un modèle d'évaluation de soft skills pour permettre aux managers et aux employés de faire une vraie discussion. Ces gens-là ne se donnaient pas
de feedback depuis plus de 10 ans. C'est-à-dire, ils ne savaient pas où ils en étaient. Donc, on a développé 12 soft skills. Je voulais justement éliminer la question performance individuelle annuelle, qui est très importante, mais ça te ramène toujours à un contexte annuel de job, etc. Et moi, je dis, je veux comprendre ces 2700 personnes, qu'est-ce qu'elles peuvent vraiment faire, quels sont leurs points forts, quels sont leurs points faibles, et obliger ces discussions profondes entre managers et employés. Donc, on l'a fait à plusieurs reprises. Au début, il y avait un peu d'anxiété, vous pouvez imaginer, ils ne l'avaient jamais fait. Et en fait, après, j'ai eu un feedback super. C'est-à-dire que les gens, ils étaient en train d'apprendre une méthodologie, un dialogue. Bon, super. Sur la base de ça, on a essayé d'enclencher un mouvement de transformation. Alors, où est-ce que l'IA intervient? Donc, en parallèle de tout ça, moi, je devais optimiser l'entreprise. Donc, j'ai pris de l'IT interne, une dizaine de personnes, pas plus, et ils ont commencé à développer une espèce de Lego de capacité IA. Okay? Donc, ils allaient faire le Business Process Analysis, donc le BPA d'une équipe, 120 personnes, ils font ça. Qu'est-ce qu'ils font vraiment tous les jours? Combien de systèmes ils ouvrent? Combien de temps ils perdent sur des choses qui n'ont aucun sens, dans le sens que disait Samuel, le sens unique de ce que j'apporte, okay? Tâches répétitives, etc. On a été nous-mêmes surpris par les résultats. C'est-à-dire que de l'analyse, on est passé de entre 40% et 80% de productivité à trouver dans chacun de ces exercices de BPA. Okay? Donc, anxiété, parce que tu dis, OK, avec 2700 personnes, qu'est-ce que je fais? OK. Alors, je dis, pas de panique. On va utiliser l'exercice sur les soft skills et on va développer un marché interne de changement de job. Donc, je dis, combien de personnes ont changé de job l'année dernière? 45. Je dis, OK, on va se mettre un objectif à 250. Donc, maintenant, tous les gens du comité de direction, où est-ce que vous avez envie d'investir pour faire notre croissance? Et donc, chacun a fait l'exercice. Et 2 semaines après, ils ont dit, moi, je voudrais 25 télésellers, moi, je voudrais 30 de ça, 20 Et quand ils n'étaient pas ambitieux, je dis, mais vas-y, il va y avoir tout ce que tu veux, tout ce que tu rêves. Ah oui, mais alors, je veux 70 de ça. OK, maintenant, raisonne bien sur le business case, fais-moi un business case et dis-moi quel est le job. Et on a fait le marché interne de job. Donc, sur la base de ce que tu as fait avant et des soft skills, est-ce que tu as envie d'aller faire un job auquel tu n'avais pas pensé? Et là aussi, surprise, on a des personnes de 60 ans qui se sont mis à faire télésales. Ils n'avaient jamais vendu de leur vie. Aujourd'hui, c'est les meilleurs télévendeurs que cette boîte a jamais eu. Et non seulement ils sont les meilleurs, mais à temps perdu, ils vont former les jeunes télésellers. C'est un truc de dingue. Donc, et c'est pas de l'IA que je vous raconte, c'est de l'organisation, c'est de l'architecture sociale d'entreprise. Et l'IA, mais la data, ça a juste aidé à développer des opportunités d'optimisation, mais aussi des opportunités de vocation. Dernier exemple, là je suis en train de développer une nouvelle boîte, donc on va faire du M&A, on va acquérir des entreprises. Et je me suis dit, après 30 ans dans la technologie, je veux quand même faire une méthodologie de M&A IA-driven. Okay? Donc, on a défini 6 chapitres pour évaluer une entreprise. Donc, le projet, donc la partie stratégique, le people, donc le talent, le produit, donc techniquement, qu'est-ce qu'il y a derrière. Ensuite, les processus, c'est-à-dire comment l'entreprise travaille, okay? Comment on alloue les ressources pour créer de la valeur. La performance, donc comment elle fait des résultats financiers et commerciaux, et la posture. Okay? Donc ça, c'est mes 6 P. Chaque P, c'est 10 choses qu'on va regarder. Mais à l'intérieur des 10 choses, chacune des 10 choses a entre 5 et 10 critères. Donc ça fait des centaines de choses à voir. C'est beaucoup. Et quand je vais voir une entreprise et que je dis on fait une due diligence, je dis donc on signe un NDA, donnez-moi tous les documents. Il t'envoie 25 documents ou 50 documents, dont certains ont 50 pages. Ça fait beaucoup de choses à lire. Donc nous sommes en train de développer 6 agents, un agent projet, un agent people, un agent, et je vous fais tous les 6. Okay? Ces agents, donc ils sont déjà très intelligents de nature parce qu'ils sont développés par les grands américains ou chinois. Mais derrière, qu'est-ce qu'on va faire? On va leur donner, nos critères à nous. Donc, qu'est-ce qu'à notre avis est un bon projet ou pas? Qu'est-ce qu'à notre avis est une bonne dynamique people ou pas? Donc, on les éduque les agents sur nos critères d'évaluation. 2, après, on leur donne les informations de l'entreprise. Et donc, on n'est pas en train d'utiliser le ChatGPT avec son expérience externe
qui est très riche. Mais on leur donne 2 filtres, c'est nos filtres à nous d'entreprise et le filtre d'entreprise qu'on regarde. Eh bien, quand on fait un workshop avec le client, moi dans Teams, je n'ai pas seulement mes 6 personnes d'intelligence collective, mais j'ai 6 personnes et j'ai 6 agents. Et quand on dialogue, je peux poser des questions à l'agent en direct pendant 3 heures de workshop. Voilà, ça c'est de l'augmentation de productivité, d'intelligence, de créativité de l'équipe. Voilà 2 exemples. Très bien. Jean-François, on a commencé à l'aborder à travers le premier exemple de Carlo, le management. Quand on parle des leviers importants pour une performance durable dans l'entreprise, les managers ont forcément un rôle clé. Est-ce que tu pourrais nous partager votre expérience? Du coup, en quoi le fait que les managers utilisent eux aussi un outil de mesure peut améliorer leur performance managériale et plus largement la performance de l'entreprise? Alors, un mot de contexte peut-être pour éclairer ma réponse. Donc, moi, mon entreprise, qui n'est pas aussi connue de Célio, donc, achète, stocke et livre des produits alimentaires partout à l'extérieur de votre domicile. Donc, quand vous mangez à l'extérieur, vous mangez chez des clients potentiels du groupe Pomona. Voilà. Et donc, c'est les 12 000 personnes en France. Parmi ces 12 000 personnes, on en a 6 000 qui sont des préparateurs de commandes et des livreurs. OK ? Et une grande partie de notre performance est liée au comportement de ces 6 000 personnes et à leur engagement. Ces 2 volets, compétences, comportement activé sur le terrain et niveau d'engagement. Alors, sur l'IA, on a une dizaine de POC, comme on dit dans la tech, en cours, qui sont essentiellement axés sur des processus opérationnels. Alors pour nous, ce n'est pas pour faire des RH augmentés, mais des humains augmentés. Donc évidemment, pas pour remplacer des people, mais pour les aider sur les tâches répétitives. Donc ça, c'est en cours. Mais effectivement, en attendant que ça porte ses fruits, et tout ça doit être rentable, tu parlais de rentabilité tout à l'heure, et de création de valeur, à date, sur ces 10 POC, on en a la moitié qui, d'ores et déjà, entre le rapport entre l'investissement, la consommation sur les serveurs, la consommation en eau, la consommation en temps passé par absence de maîtrise, n'ont pas encore tout à fait porté leurs fruits et on en a 5 autres qui vont avancer. Pour revenir à ta question, donc je disais une grande partie de notre valeur aujourd'hui, elle est liée au comportement des individus et leur engagement. Et nous, on a la faiblesse de penser, ce n'est pas très original, que ce sont les managers qui doivent obtenir ces comportements et qui doivent obtenir cet engagement à tous les niveaux. Ce n'est pas nouveau, ça existe dans tous les business. Et donc, on a travaillé là-dessus et il nous manquait un outil. Et donc, on a mis en place un baromètre pour mesurer les facteurs d'engagement des équipes. Donc, nous, ce n'est pas un baromètre QVT, c'est un baromètre d'engagement avec l'aide de l'équipe de Zest. Et donc, depuis 4 ans, on a fait 2 éditions et qui ont permis de doter les managers au plus proche du terrain jusqu'au top management et donc au COMEX d'un outil qui permet de comparer les performances, qui permet de comparer le niveau d'engagement des équipes au niveau le plus fin de notre organisation. On a 200 sites en France, des sites qui vont de 40 à 400 personnes. Et donc, au plus fin de l'organisation, on a aujourd'hui cet outil qui nous permet de mesurer l'engagement. Et concrètement, est-ce que ça a donné de la mise en place de nouvelles actions, d'initiatives? Alors, première édition en 2022, deuxième édition en 2024, troisième édition en 2026. Entre les deux, des plans d'action ont été lancés. Donc, on a piloté la mise en œuvre de ces plans d'action. On a défini des thèmes nationaux, des thèmes par branche. Les 12 000 personnes sont organisées par branche, je ne rentre pas dans le détail. Et puis, chaque patron de centre de profit a défini lui-même ses axes de progrès. Puisque la particularité, mais ça aussi, ce n'est pas très original, c'est qu'évidemment, les scores n'étaient pas les mêmes, puisque l'impact managérial local n'est pas le même, la qualité managériale n'est pas la même. Et donc, sans jugement de valeur, on a établi cette photo. Et donc, une série de plans d'action étaient menés entre les deux. Donc aujourd'hui, sur les 12 000 personnes invitées, on en a 80% qui ont répondu à notre deuxième baromètre, ce qui est un score regardable, même si on rêve tous d'être plus proche de 100%. Et puis l'indice d'engagement a progressé, donc on est aujourd'hui autour de 7,5 sur 10. C'est voilà, des KPI extrêmement concrets qui se matérialisent à travers 25 questions et 25 sujets, et donc très pilotable et très adaptable en termes de plan d'action. Ce qui me paraît important, c'est d'avoir une méthode commune,
des KPI communs, mais que les plans d'action soient spécifiques pour régler les problématiques locales. Mais oui, pas tomber à côté de la plaque. C'est possible, oui. Marie-Karine, comment vous vous appuyez chez Célio en interne sur les managers qui ont, on l'a dit, un rôle clé et comment vous les accompagnez aussi? Je vais dire comme toi, c'est vrai qu'on n'est pas très original dans notre approche, hein, on forme nos managers. Bon, alors Célio avec une période un peu compliquée en 2020-2021, donc on avait arrêté toutes les formations management. Donc là, la reprise des formations managériales, on l'a fait avec un prisme vraiment différent de compétences de leadership. C'est vrai quand même que pour revenir sur l'IA et la technologie, je pense que le côté manager a beaucoup changé et c'est ça qui est quand même encore difficile, je trouve, dans nos entreprises, c'est qu'avant on était manager par la compétence technique, la légitimité technique. Ça, on en a encore et vous l'avez tous connu et finalement, c'est vrai que l'IA et d'ailleurs Internet même avant ça, mais crée un paradigme nouveau puisque maintenant le savoir est un peu à disposition de tout le monde. Donc c'est vrai qu'il faut qu'on éduque nos enfants à prendre la parole, à avoir du leadership et à nos managers aujourd'hui qui, eux, avaient cette légitimité finalement technique à savoir vraiment plus accompagner leurs collaborateurs, à les convaincre. Et là, bon, je vais enfoncer des portes ouvertes, mais en plus avec cette nouvelle génération, parce que mine de rien, je trouve aussi que les comportements des collaborateurs ont changé, donc c'est en ça aussi qu'on forme nos managers de façon différente. C'est qu'on est quand même dans un monde assez vulnérable aujourd'hui, où il y a beaucoup d'incertitudes. C'est vrai que nous, au RH, on a aussi ce rôle-là, et les managers aussi, d'accompagner cette incertitude, parce que finalement, nos collaborateurs aujourd'hui, de moins en moins, attendent le retour technique de dis-moi ce qu'il faut faire, mais plutôt accompagne-moi. Rassure-moi, montre-moi où on va, quel est le chemin. Et ça, je trouve que ça, voilà, les compétences managériales là-dessus, elles ont beaucoup changé. On dit toujours leadership, et pour autant, pour moi, ça ne recouvre pas la même réalité. Donc voilà, donc on a relancé nos programmes de formation, et j'espère vraiment que les managers, au fur et à mesure, vont prendre conscience que leur rôle maintenant est essentiel si on veut fidéliser nos collaborateurs et aussi les rassurer pour l'avenir. Jonathan, à travers les témoignages de Marie-Karine et de Jean-François, on comprend aussi l'importance d'écouter et d'entendre, d'avoir une proximité avec le terrain. Est-ce qu'une des clés et un levier stratégique, c'est pas aussi de garder, même quand on a plusieurs milliers de collaborateurs, ce lien avec le terrain et de pas se couper aussi à travers la data? Ouais, évidemment. Moi, j'aime bien appeler ça l'effet sandwich. Enfin, c'est pas non plus une théorie qui m'appartient, mais en réalité, aujourd'hui, on parlait du management, on parlait du top management, mais en vrai, le cœur du réacteur, c'est quand même les collaborateurs. Et en fait, nous, et ça me fait penser à ce que tu disais, mais les formations management, ce qui est assez marrant, c'est qu'aujourd'hui, on pense que manager, c'est une récompense. En vrai, effectivement, c'est une compétence. Et il y a beaucoup de gens qui n'ont pas cette compétence, mais qui ont évolué techniquement et qui sont devenus des managers. Donc aujourd'hui, on a des entreprises, alors en tout cas, je parle pour la mienne et pour toutes celles que j'ai connues, où on a des managers qui sont malheureusement de mauvais niveau, pas dans le sens où c'est leur capacité qui n'est pas suffisamment élevée, c'est juste qu'on n'a pas développé les bonnes compétences pour qu'ils puissent correctement manager. Donc nous, ce qu'on essaye d'apprendre à faire, c'est à nos collaborateurs à manager leurs managers. Parce qu'aujourd'hui, on entend beaucoup l'autonomie, on entend beaucoup l'indépendance, la capacité de libre arbitre avec l'IA, la capacité à faire des tests tout seul. Et en fait, en réalité, on demande à nos collaborateurs de venir stimuler, venir nourrir, venir challenger leur manager. Et comment on peut leur demander ça? C'est simplement en les écoutant. Parce qu'aujourd'hui, lorsqu'on a des dynamiques où finalement on n'a qu'un seul son de cloche, on n'arrive pas à pouvoir mettre en place des plans qui vont correspondre au maximum de personnes. Moi, je vous donne un petit exemple. On avait imaginé, voilà, comme disait Carlos, un super workshop avec des super managers top-down qui avaient vraiment réfléchi à comment allait être la stratégie de demain, comment allait bien fonctionner toutes les étapes. On avait bien évidemment mis un tas de process hyper intéressants, hyper ingénieux, hyper innovants. Et en fait, finalement, la personne qui était dans l'agence, le chargé de recrutement tout simple, a décidé qu'elle ne le ferait pas. Et
et plusieurs ont décidé qu'ils ne le feraient pas. Et finalement, ce qui s'est passé, c'est que ce super plan est tombé complètement à l'eau, tout simplement parce qu'on avait oublié une seule chose, mais qui est une chose très basique. C'est à l'heure de l'innovation, à l'heure de l'intelligence artificielle, à l'heure de tout ce qu'on veut. Finalement, ceux qui créent encore aujourd'hui, c'est ceux qui sont finalement dans les sphères d'entrée finalement. Et c'est eux qu'il faut convaincre avant tout, parce que c'est la force de leur collectif à eux qui va permettre de réussir à embarquer dans les plus grands plans. Alors ça fait un peu porte ouverte ce que je dis, mais en réalité, plus on a de technologie, plus on a d'innovation, plus on a entre guillemets, dépersonnalisation, plus il faut aller écouter au plus près pour comprendre ce qu'attendent vraiment simplement les gens. Et aujourd'hui, nous, c'est ce qu'on essaye de faire avec les outils qui peuvent exister sur l'engagement, avec un tas d'autres outils, mais surtout en n'oubliant pas d'aller aussi sur le terrain et écouter les signaux faibles. Parce que on disait tout à l'heure les entretiens annuels, les entretiens de mi-année, toutes ces choses-là où finalement on parle, on discute et tout ça, mais il y en a combien qui ne sont pas du tout exploités, il y en a combien qui servent finalement à pas recueillir l'essence même qui va nous permettre d'anticiper le plan de demain, parce qu'on va repérer qu'ici il y a un défaut, ici un burn-out qui arrive ou ce genre de choses. Donc oui, il faut évidemment écouter tous les collaborateurs, mais il faut les écouter correctement et aussi il faut apprendre à se former à écouter, parce qu'aujourd'hui on n'est pas tous capables de le faire. Tout à fait. Carlo, comment on fait pour embarquer tout le monde et qu'il n'y ait pas de nouvelles fractures avec l'IA entre ceux qui s'en servent, ceux qui s'en servent pas, et l'espèce de fracture qu'on a pu voir peut-être avec Internet à une époque? Comment on fait pour embarquer tout le monde? Alors, moi, je reviens sur le concept de culture. Et entre un projet qui réussit et un projet qui ne réussit pas, c'est jamais une question de stratégie. Okay? On le disait, beaucoup des collègues l'ont dit ce matin, c'est toujours une question d'exécution. Et l'exécution, quand elle n'est pas là, c'est parce qu'il n'y a pas, les Anglais ils disent le commitment, c'est-à-dire les gens ne se sont pas engagés. Donc la culture, c'est numéro 1. Okay? Et c'est pour ça que d'ailleurs que dans notre méthodologie pour évaluer une start-up, on considère, j'ai plusieurs éléments, j'ai dit le P people, le P processus, le P posture. En fait, c'est des éléments de culture. La meilleure idée, même en tech, le produit le plus intéressant, s'il n'y a pas une équipe qui sait évoluer dans le temps, parce qu'une bonne idée aujourd'hui, dans 5 minutes, elle est vétuste, parce que la technologie va très vite. Donc le plus important, c'est les gens. Alors si le plus important, c'est les gens, nous devons regarder à quelle est la culture d'agilité, de transformation, d'envie de changer, d'envie de se transformer, d'apprendre. Et donc je pense que c'est ça qu'on doit faire dans un comité de direction et quand on a une responsabilité sur les ressources humaines. Est-ce que je suis en train de donner envie aux gens de participer à ce projet-là? Combien de temps je suis en train de dédier aux gens? Okay? Donc oui, j'ai une très bonne idée, mais si l'idée n'arrive pas chez tout le monde, en fait, je perds 90% de la puissance de cette idée. Donc elle ne sert à rien. Donc culture. Je trouve que ça va tellement vite que cette culture, c'est vraiment une question aussi de rapidité, de diffusion. Moi, j'ai découvert en étant maintenant entrepreneur que, par exemple, la tech, ça ne doit pas être considéré comme quelque chose qu'on délègue à un directeur informatique interne. D'accord? Donc, si on veut une entreprise moderne, il faut que tout le monde dans l'entreprise puisse avoir accès à la donnée et à des technologies d'IA. Donc, il y a plusieurs façons de faire ça. Il y a des produits qui ont ça à l'intérieur, il faut en faire la publicité interne. Donc, quels sont les fournisseurs que j'utilise et quels sont les moyens que je suis en train de donner à tous les employés de mieux utiliser la donnée de mon entreprise. Point numéro 1. Point numéro 2, je peux faire des projets avec l'IT, ok. Mais point numéro 3, est-ce que je suis en train de permettre à mes employés de développer leur propre technologie? Ça, on n'y pense pas encore. Mais quand on imaginait un modèle, maintenant ça s'appelle le Agentic AI. Samuel en a parlé. Les agents. C'est super important. Mais ne rentrez pas dans une démarche de dire les agents, tiens, je vais voir mon IT, est-ce que tu peux me développer des agents? Ça, c'est une façon de faire. Mais l'autre façon de faire, c'est d'avoir des programmes d'entreprise où les données de l'entreprise, on donne ça aux employés et aux managers. Donc, ça, c'est les données que vous pouvez utiliser. Et ça, c'est une technologie pour créer des agents. Et vous pouvez créer vos propres agents. Ça, c'est de l'empowerment. Parce qu'en fait, et je reviens sur un concept que vous avez tous entendu, qui est la consumérisation de l'IT. Vous vous rappelez, il y a une dizaine d'années,
Donc c'est grâce à Apple, grâce au smartphone, qu'on a dit avant l'IT c'était quelque chose qui était un privilège de peu, et maintenant on est tellement habitué parce qu'Apple nous a fait ces applications très intuitives, très faciles, et bien quand je regarde le système informatique interne de mon entreprise, c'est nul parce qu'il n'y a rien d'intuitif. C'est moche et pas intuitif. OK, ça a été la consumérisation de l'IT. Bon, ben, il va se passer la même chose avec l'agentification du boulot. Donc, n'attendez pas que ce soit de la technologie pour peu. Pour que ce soit un succès, ça doit être de la technologie comprise et utilisée par tout le monde. Donc, chacun devrait avoir son propre agent avec mes propres données que je produis, donc elles sont à moi, et les données que l'entreprise veut bien que j'utilise pour mon agent. Alors, je développe mon agent, je développe mon alter ego digital. Voilà une façon pour peut-être doubler la productivité de votre entreprise. Mais franchement, hein. Et en fait, le fait que ce soit bottom-up et bottom-down, ça permet aux gens d'adhérer à un projet, de dire, ben oui, je participe. L'IA, ce n'est pas quelque chose qui a été créé par l'IT interne, je la fais moi tout le temps. C'est moi qui l'ai créé. Imaginez la puissance de ça et comment les têtes vont se réveiller. Je vais vous dire, vous allez être surpris par les intelligences artificielles que vos employés vont développer. Elles vont être plus puissantes que celles que vous avez imaginées de façon centrale. Jean-François, quelles sont les compétences pour les RH et les managers clés à développer? On en a un peu parlé avec les fameux soft skills, mais qu'est-ce qui va compter demain encore plus face à tous ces outils? Je ne suis pas sûr qu'il faille développer de nouvelles compétences. Je pense que chaque organisation doit choisir parmi son modèle, parmi ses objectifs, son type de business, quelles sont celles à développer. Moi, je pense qu'on a... Carlos parlait de qualité d'exécution. Moi, je pense qu'on a encore beaucoup de progrès à faire dans une compétence qui est la ritualisation des actes managériaux. Le systématisme d'une partie des actes managériaux. Il ne faut pas oublier que nos managers de proximité, ils produisent aussi, ils ont des tâches à réaliser par ailleurs. Et l'acte managérial n'est pas inné. Souvent, ils ont été promus en interne. Et on a beau les former, les reformer, on se dit, tiens, il ne met pas en œuvre, tiens. Moi, il me semble, et c'est d'ailleurs ce qu'on essaie de faire dans mon entreprise, que la ritualisation des actes managériaux, mais depuis le chef d'équipe jusqu'au membre du COMEX, est un acte clé pour donner des repères aux collaborateurs sur des basiques. Et donc, je pense qu'il faut, à mon avis, je n'avais pas forcément préparé cette question, mais à mon avis, je ne suis pas sûr qu'il faille inventer quelque chose, en tout cas par rapport à mon organisation. Je pense qu'il faut exécuter, il faut que le management s'exécute sur une partie en tout cas, de manière assez systématique, pour déjà régler 80% des problèmes, et pour pouvoir après personnaliser sur ce qui reste. Voilà, il me semble. Pour compléter la réponse, donc je parlais tout à l'heure des dizaines d'initiatives qu'on a lancées il y a un peu moins d'un an pour essayer d'augmenter la performance de nos humains tout en les gardant. Hein. Donc ça va sur les achats, comment mieux acheter, ça va sur comment organiser des tournées de camions en prenant en compte un certain nombre de planifications sous contrainte, je prends ton expression, et on en a de nombreuses. Planifier des équipes aussi dans les entrepôts pour avoir le nombre de personnes. Ces agents qu'on est en train de créer quasiment sur mesure, parce qu'en fait ça n'existe pas sur étagère, vont amener nos collaborateurs à faire évoluer leurs compétences eux-mêmes et à savoir parler à ces agents. Et c'est peut-être ça sur lequel il va falloir investir. Pour l'instant, on n'en est pas là et il faut vraiment que les preuves de rentabilité, comme je le disais tout à l'heure, tombent et ensuite on adaptera nos plans de formation pour acquérir ces nouvelles compétences avec les humains de l'organisation avant d'aller les chercher ailleurs. Voilà. Merci. Marie-Karine, en quoi les actions que vous menez au niveau des RH et du coup qui rendent les RH plus performantes ont un impact sur votre marque employeur et notamment pour attirer, parce que Célio est dans un secteur où c'est pas forcément évident de recruter tous les jours? Alors déjà, je précise, Célio va bien.
Tout le monde me regarde avec un air triste. Ah là, tu travailles dans le prêt-à-porter. Non, en fait, ne soyez pas triste pour nous. On va bien. C'est vrai qu'on est dans un secteur assez sinistré. Et hélas, et voilà, j'ai une petite pensée quand même pour Jennifer, qui est aussi cliente Zest d'ailleurs, qui a été en liquidation la semaine dernière. C'est vrai qu'on a cette chance d'aller bien, mais sur le marché de l'emploi, il y a beaucoup de personnes qui se disent le prêt-à-porter, ça a l'air d'être très difficile, etc. Donc, c'est vrai que l'enjeu sur la marque employeur, du coup, est autant plus important pour nous. Déjà, pour pas que tout le monde déserte le prêt-à-porter, comme ça a été le cas à un moment sur l'hôtellerie et la restauration. Hein, vous vous souvenez, post-Covid, là, ça a été une catastrophe. Et je pense que la vente, c'est le futur aussi. Donc, on a un énorme enjeu là-dessus. Je pense que toute l'avance qu'on prend, ou en tout cas le non-écart que l'on prend plutôt sur l'IA, sur les outils, permettent quand même de montrer une image moderne de Célio, et ça c'est une chose importante. Et j'ai un deuxième dada qu'on met en avant aussi dans notre marque employeur, mais vous l'avez entendu un peu tout à l'heure, c'est tout ce qui est lié aux risques psychosociaux. En fait, je trouve qu'on vit dans un monde où il y a deux choses, enfin en tout cas qui sont essentielles à faire transpirer dans notre marque employeur, mais aussi vis-à-vis de nos collaborateurs en interne. C'est oui, on va vous accompagner sur la transformation, et en effet, même dans votre vie perso, utiliser l'IA pour faire de la cuisine et déjà, enfin, dédramatiser ça. Ça, c'est vraiment quelque chose qui est hyper important. Et puis le deuxième, c'est ce côté risque psychosocial. Alors, je ne sais pas vous dans vos entreprises, mais moi, je trouve que voilà, le côté fragilité psychologique des collaborateurs croît aussi vite que l'évolution technologique. Donc, du coup, c'est vraiment d'accompagner sur ces sujets-là. Donc, Zest a développé aussi une IA pour pouvoir identifier dans les entretiens Zest, dans les baromètres, plein de choses. Donc, ça, c'est génial parce qu'au moins, ça nous attire l'attention sur des sujets. Et j'espère que Zest, dans quelques temps, pourra nous dire, en fait, oui, peut-être qu'il y a une tendance quand même d'augmentation de la crainte, d'augmentation de la fragilité psychologique. Et du coup, voilà, on met en place des outils aussi en interne qu'on essaye de valoriser en externe sur, il n'y a plus de frontières entre le pro et le perso, on le sait. Et du coup, on veut aussi vous accompagner là-dessus. Donc, au niveau IA, vous faites de la cuisine avec de l'IA, mais en interne, vous utilisez l'IA. Et au niveau fragilité psychologique, si vous n'allez pas bien au niveau perso, même au niveau pro, on va vous accompagner, quelle que soit la sphère qui vous crée cette fragilité. Donc, je pense que ces deux axes-là sont essentiels pour valoriser la marque employeur et puis voilà, expliquer aussi que le prêt-à-porter peut être un endroit sympa pour travailler. Et c'était important à rappeler en cette année où la santé mentale est grande cause nationale, et en effet, c'est important que les entreprises le relais. Le relais, exactement. Alors, avant de passer à vos questions, je vais venir après dans la salle prendre vos questions, donc commencez à y réfléchir dès maintenant. Je vais terminer avec deux questions que je vais vous poser à tous les quatre à chaque fois. Dans les différents exemples que vous nous avez cités, je trouve qu'on fait toujours appel à la conduite du changement, comment on embarque les équipes, comment on arrive du coup à les emmener à l'étape d'après. Quel serait selon vous soit l'écueil à éviter ou alors le conseil pour réussir la conduite du changement quand on est RH? S'il y avait quelque chose à faire ou à pas faire, qui veut se lancer? Jean-François. Merci, c'est génial. C'est de l'intelligence collective. Mais oui, j'applique exactement tout ce qu'on a dit avant. Moi, ce qui me paraît important, c'est certes d'avoir des outils communs, des méthodologies communes pour pouvoir déployer tout ça, mais de laisser à l'acteur le plus proche du terrain, c'est pas original, mais bon. L'initiative du plan d'action à développer, ou en tout cas de générer les idées, les propositions des plans d'action à développer. Et on voit que ça colle souvent avec ce à quoi on a pu réfléchir nous-mêmes. Et donc, le faire, non pas pour la forme, parce que ça ne serait pas très sympathique, parce qu'il y a des très bonnes idées aussi qui émergent, évidemment, localement, mais passer par cette phase où le problème étant posé, par exemple, un score pas très bon sur tel ou tel item, laisser cette phase de génération d'idées. Tout à l'heure, Carlos parlait de fabrication d'agents made in people, made by people. Les plans d'action doivent être vraiment élaborés et réfléchis par les personnes qui vont être les principaux acteurs de leur application. C'est un basique, c'est écrit dans beaucoup de manuels, mais bon, pensez-y. Ah, mais ça change tout quand on s'en empare concrètement. Qui veut? Carlo? Moi, je pense l'équilibre entre ce qui est data-driven et ce qui est cognitivement de l'intuition et de la créativité humaine. Moi, je trouve qu'en entreprise, on fait beaucoup d'excès, soit de l'un, soit de l'autre. Et que la chose la plus compliquée est l'art
du management, de l'organisation, etc. Ça va être équilibrer les deux choses dans chaque chose qu'on fait. Donc, pas prendre une décision qui soit seulement de la data, soit seulement de l'intuition. Et penser à ce que vous faites. Souvent, soit je suis complètement analogique et j'y vais d'intuition, soit je suis dans mon petit espace et je regarde des chiffres et je prends une décision sans discuter avec les gens. Ça, c'est ce que j'appelle les deux excès. Donc, soit c'est la data qui me manage, soit c'est mon intuition qui me manage. Et en fait, non, il faut être data-driven for insights et la décision, elle doit être prise en regardant les données et en prenant des décisions humaines. Et bien, cet équilibre, je pense que ça va être de plus en plus la chose la plus importante. Bon, j'espère que je vais pas piquer ton Si tu idée. me dis que mon idée, je parle pas. Hein. Non, mais c'est un peu dur de conseiller comment effectivement faire de la conduite du changement. Mais moi, je pense quand même qu'il faut un bon moment. C'est-à-dire que comme dans la vie perso, il y a des moments où on n'est pas prêt à passer à quelque chose. Et donc, il faut vraiment arriver à trouver le bon moment à peu près pour tout le monde en se disant, tiens, là, on peut amorcer une transformation. Et c'est vrai que des outils qui permettent de recueillir l'avis des collaborateurs peuvent nous permettre de savoir si c'est le bon moment. Après, je pense qu'il y a aussi un sujet, c'est l'égoïsme de chacun. C'est-à-dire que il y a un économiste, je ne vais pas faire de philosophie, mais je crois qu'il disait qu'en gros, il y a un équilibre des égoïsmes et c'est ça qui arrive à un point d'équilibre. Et je pense que quand on s'occupe individuellement de ce que chacun veut, alors même si c'est difficile, en général, on est assez, on va dire, à un consensus entre ce que les gens veulent. Et finalement, quand on arrive à trouver le point qui permet de valoriser l'égoïsme de la personne, ça va permettre de le faire agir parce que c'est un levier qui sera utile. Parce que finalement, on est tous assez individualistes et notre somme d'individualisme crée finalement une espèce d'équilibre collectif, qu'on appelle la main invisible, mais peu importe. Et l'autre point, moi je trouve que c'est Pardon, désolé. C'est trop, on va dire. Le droit à pas faire. C'est-à-dire qu'en vrai, on parle beaucoup d'IA, mais c'est comme les jeunes filles qui regardent les super modèles sur Insta. Il y a un moment, un côté un peu jalousie. Moi, je fais pas d'IA, donc je suis nul et tout ça. Il y a un moment, en fait, tu fais pas d'IA, c'est OK, fais ce que tu veux, apprends comme tu as envie. Et je pense qu'il y a un côté un peu dédramatisation du sujet. Il y aura le temps, l'IA, il va rester OK, il faut prendre le train en marche, mais il y aura d'autres trains aussi. Et c'est pas parce qu'individuellement, on ne le prend pas que quelqu'un va pas nous tirer par la main. En tout cas, il faut se laisser le temps de se dire OK, c'est pas grave si j'y vais pas tout de suite. C'est pas, il y a cette pression énorme partout qui fait qu'on a des burn-out, qui fait qu'on a tout ça parce que justement, il y a cette injonction constante collective qui dit il faut faire, il faut être technologique, il faut être hyper bien, il faut être riche, il faut ci, il faut ça. OK, pose-toi et réfléchis à ce que tu veux vraiment, quoi. Marie-Karine, je suis sûre qu'il y a au moins une dernière idée ou une chose à pas faire qui reste. On se parle plus. Non, je pense qu'après, on est tous dans une fonction plus ou moins RH et je pense que de toute façon, sur des sujets comme la conduite du changement, notre valeur ajoutée, c'est sur le courage. Parce qu'en fait, on est une fonction, je trouve, qui doit être hyper courageuse dans les organisations. On a le droit de se le dire, on est entre nous, donc on peut se faire des bisous et se dire qu'on est courageux. Et je pense qu'on l'est. Et je pense qu'on doit d'autant plus l'être parce que c'est le courage de dire non, le courage de la transparence, qu'on n'a pas envie d'être transparent parce qu'on a peur de dire que tel métier va être changé, que tel métier va disparaître. Enfin, en fait, c'est bien, on est dans une ère de l'information où tout se sait. Donc arrêtons, soyons courageux. Et je pense que voilà, notre rôle dans cette conduite du changement, c'est de savoir imposer un certain courage sur pas mal d'items. Mais c'était parfait pour conclure ce petit tour de table.